Une femme entrepreneuse dans l'âme et en quête de progrès, est-ce que l'union avec quelqu'un de plus calme est possible avec une telle personne? Aimer l'autre, c'est faire les efforts, donner le travail, avoir le courage pour la progression de l'autre. Par exemple, dans le couple, ni l'un ni l'autre n'a pas d'argent. Pour eux, c'est beaucoup de pression parce que je m'arrête jamais. Et lui, le fonctionnaire, il dit ah ben non, j'ai rien à foutre. Je fais quelque chose pour te rejoindre, mais je vis pas exactement ce que j'ai à vivre. Et là, ça va pas. 1, 2, 3. Ok. Aujourd'hui, on vit dans la société qui nous pousse toujours à faire plus. Plus de résultats, plus de vitesse, plus de chiffre d'affaires. Et à chaque fois, on a envie d'être efficace, on a envie de suivre, on a envie de ne pas lâcher. Mais aujourd'hui, je me pose la question, à partir de quel moment l'audace et le progrès cessent d'être quelque chose de bénéfique et devient lourd? Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Julia Lemonnier, et je donne toujours la parole à mes invités pour qu'elles se présentent seules. À toi la parole, Julia. Merci Maria de m'accueillir ici et effectivement de nous permettre d'aborder ces sujets-là qui sont selon moi encore que trop peu abordés. Donc pour me présenter, tu as très bien fait la liaison avec ces sujets-là d'audace et de progrès. Le progrès pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui m'habite depuis toujours. Et je pense que je vais me présenter en te partageant les trois forces qui sont assez puissantes en moi, qui sont en tout cas présentes depuis toujours dans ma manière de voir la vie et d'entreprendre aujourd'hui. La première, c'est que j'ai toujours eu ce besoin de vivre intensément la vie, de vivre une vie non ordinaire, en tout cas d'être pleinement en vitalité. Ça, c'est une force numéro une qui m'habite beaucoup. La deuxième, c'est l'importance vraiment pour moi de comprendre ce qui se passe, comprendre l'humain, comprendre le rapport à l'autre, comprendre un peu mieux chaque jour le monde. Donc cette force-là aussi de quête, de compréhension, c'est vraiment ce qui va m'habiter et on en parlera sûrement, mais de tout ce qui est invisible, comprendre les mécanismes humains et relationnels qui ont des conséquences sur l'extérieur, sur ce qui se voit. Et la troisième force qui est très importante pour moi, comme tu l'as dit en introduction, c'est le progrès. J'y ai même, il y a quelque temps, mis vraiment, pour moi, le sens de la vie. Le sens de la vie, pour moi, c'est de progresser. On aura peut-être le temps de parler de qu'est-ce que le progrès, mais voilà, c'est de faire mieux et justement de voir que ce soit l'entrepreneuriat ou juste la manière d'être au monde, eh bien, de l'avoir de manière qualitative et non pas que dans ce toujours plus en termes de quantité. Waouh, en fait, j'adore à chaque fois discuter avec toi parce que on fait pas quelque chose de superficiel. On va directement dans le profondeur des choses. Julia, aujourd'hui, comment tu transmets tout ton savoir, tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu fais exactement dans le métier? Comment tu aides les gens? Je pense que ma première manière peut-être d'aider ou d'inspirer, c'est d'incarner déjà moi les choses. J'incarne et j'expérimente ce en quoi je crois, je teste, des fois bien des années avant, et par juste le fait de faire, ça peut indirectement, voire même sans être auprès de l'autre, l'inspirer et l'aider à progresser ou à voir les choses différemment. Ça, c'est pour la partie vraiment macro et si je peux dire finalement une partie qui ne s'arrête jamais. Mais effectivement, dans le cadre professionnel, eh bien, mes trois forces là dont je te parlais, ça m'a évoqué vraiment une valeur liberté forte, forcément qui m'a menée à l'entrepreneuriat. Et depuis 5 ans, de vouloir accompagner les personnes qui ont aussi au fond d'elles, cette envie de créer de la valeur, d'apporter un mieux-être par leur offre, par leur service, en tout cas essayer d'améliorer le quotidien, quelle que soit leur cible ou leur clientèle. Et donc, c'est d'aider ces entrepreneurs à progresser. Et moi-même, ça m'a touché dernièrement de faire la différence entre la croissance, la scalabilité, parce que j'ai beaucoup accompagné quand j'étais coach marketing, coach business au scaling, ce qui a été aussi une grande tendance dans l'accompagnement. Mais aujourd'hui, je mets beaucoup plus
plus de profondeur, de subtilité. Et c'est une notion de croissance durable, de performance durable qui me tient à cœur. Et ce, par, selon moi, la ressource aujourd'hui la plus rare et celle qui a le plus de valeur, qui est l'humain. Explique, Julia, alors à nos auditrices le terme de scaling. C'est quoi scaler en fait? Parce que vous savez, moi j'étais dans le monde de start-up et à chaque fois j'ai détesté quand on me parle avec ces mots, genre faire un exit, faire du Hmm, scaling, etc. Soyons simples. simple. C'est quoi scaler? Bon, faire simple, c'est pas ce qui est le plus simple pour moi, justement, mais je vais essayer. Alors, j'aime bien revenir au sens économique du terme. J'ai fait une licence d'économie et moi, ça m'a pas mal aidé à comprendre en soi les termes dans leur sens originel. Donc, le scaling, de manière économique, voire même scientifique, c'est le fait de pouvoir être capable d'absorber plus de quantité. Donc, au niveau d'un business, on entend par là plus de chiffre d'affaires, donc d'être capable de servir plus de clients, aller peut-être même chercher cette notion de vitesse, cette notion de productivité, mais dans un rapport où les ressources dont on a besoin pour produire cette valeur n'augmentent pas de la même proportion. Donc on a besoin à un moment donné de moins de ressources que la valeur qui est créée. Dans la vie d'un business, on peut considérer que les premières années, on va dépenser plus de ressources que la valeur qui sera créée le premier mois, les 6 premiers mois, les premières années. Et puis à un moment donné, si tout se passe bien, on a, alors que ce soit traditionnellement par exemple par ce qu'on appelle les économies d'échelle, mais c'est nos ressources de production nous permettent à un moment donné de déplacer un premier niveau de création de valeur, de chiffre d'affaires par exemple, qui nous permet d'augmenter ce volume, cette quantité, sans augmenter en tout cas en augmentant moins. C'est-à-dire que ce n'est pas proportionnel. Si c'est proportionnel, finalement, il n'y a pas de scalabilité. Mais si à un moment donné, je crée plus de valeur que ce que je ne dépense en ressources pour créer cette valeur, là, il y a le scaling. Ah, vous avez compris que le podcast va pas être facile. Si vous écoutez pas, là, vous perdez la file parce que Julia, c'est quelqu'un voilà, qu'il faut écouter et j'adore, on adore. Mais tu as commencé à évoquer d'où vient cette intelligence. Tu as commencé à évoquer ta formation initiale. Comment tu étais amie avec les études ou comment Euh, c'est t'es une, vécu jusqu'à c'est une aujourd'hui? bonne question. Alors effectivement, j'ai été éduquée par une valeur travail vraiment très présente à la maison, faire les devoirs, etc. Moi, j'ai ma sœur jumelle et c'est vrai qu'on a toujours été les premières de la classe, etc. On a été beaucoup, euh, pardon, comment on dit ça Enfin, notre grand-mère s'est beaucoup occupée de nous et elle était très stricte au niveau des devoirs. C'était les devoirs et après la piscine. Donc voilà, j'ai La belle grandi. vie. À l'époque soviétique, seul devoir, franchement. Soit tu vends les bananes au marché. Là, Là, il y avait quand même la la piscine. Il y piscine, avait quand ok. même la piscine, voilà. Mais il y a cette valeur travail qui s'est transmise donc à l'école avec ma sœur jumelle. Et après, ce qui est drôle, c'est que finalement, j'ai souvent, en parallèle de ça, et pour la première fois, alors non, je mens, j'allais dire pour la première fois après le bac, où j'ai choisi de m'interrompre, de ne pas suivre le système traditionnel, de m'orienter vers les études supérieures, mais de m'arrêter et d'aller en Australie pendant 9 mois. Là, j'avais cette soif de vie, de vitalité et de rompre un petit peu avec justement la posture bonne élève. Mais bon, après, j'y pense et ça revient encore d'un peu plus avant. Mais il n'empêche qu'effectivement, j'ai grandi en développant peut-être une capacité d'apprentissage avec une certaine méthodologie. Et mes études d'économie au-delà de certains concepts qui me permettent de mieux comprendre les organisations, les business, etc. aujourd'hui, ce que ça m'a surtout appris, c'est la capacité à me concentrer longtemps sur un sujet, à pouvoir apprendre des termes, du jargon spécifique, compliqué, et à déstructurer même une formule mathématique, voilà, tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que j'en garde une capacité, je vois quand je lis, quand j'apprends quelque chose, et même en anglais, eh bien, je peux le lire ou l'apprendre une fois et je comprends assez vite le mécanisme ou ce qu'il en découle. Et après, c'est vrai que je suis
Dans cette notion de liberté, c'est important pour moi de décloisonner les disciplines, par exemple, ou n'importe quelle chose de la vie, parce que pour moi, c'est une vie, c'est un processus, c'est une progression, et c'est des disciplines qui en fait s'entremêlent. Et donc, ce côté-là m'aide à apprendre des choses dans leur globalité. Hmm. Et à ton avis, c'est justement la question un petit peu profonde que tu vas aimer peut-être. Pourquoi le progrès, on associe toujours avec quelque chose de positif? Euh, Intrinsèquement, je pense que le progrès, justement, c'est quelque chose de positif, là où l'innovation ne l'est pas forcément. Ouais. L'innovation, c'est une création, mais qui est souvent relative à une technologie, mais c'est neutre. Mhm. Et c'est l'usage qu'on en fait. C'est la réponse de l'humain avec cette nouvelle innovation. C'est ce que Mhm. l'humain va être capable de faire euh, qui touche à la notion de progrès. Mm. Pour moi, le progrès est positif, dans tous les cas. C'est l'augmentation des capacités de l'humain dans sa manière de pouvoir comprendre des choses, dans sa manière de pouvoir faire des choses, dans sa manière d'interagir, de pouvoir être Mm. créatif, etc. Et si tu parles de progrès comme quelque chose finalement positif, mais tu sais, parfois il y a des femmes qui avancent dans leur business, qui progressent dans leur business, qui continuent ce parcours en étant profondément malheureuses. D'où vient en fait ce dysfonctionnement? Je pense que ça mériterait de savoir d'où vient la source de leur mal-être. Déjà, est-ce que c'est occasionnel ou en tout cas, est-ce que c'est là pendant une période qui demande plus d'efforts, qui paraît un peu plus challengeante, ou est-ce que c'est vraiment sur la durée? Mais si le mal-être provient par exemple d'une situation financière qui n'est pas encore aboutie, mais qu'à côté de ça, il y a le développement de la personne dans sa manière encore une fois, d'apprendre des choses, de se connecter à des personnes qui partagent les mêmes valeurs, de développer des qualités, des capacités, par exemple, de prise de parole, une intelligence émotionnelle, relationnelle. Tout ça, généralement, quand on est nourri par ça, ça suscite la sensation de bonheur, d'épanouissement, parce qu'on progresse, Mhm. justement. Donc, est-ce que ces femmes-là, presque, elles passent à côté de ce progrès, de cette croissance d'elles-mêmes qui, qui, selon moi, est une fin aussi en soi, Mhm. avant même la situation financière qui est un résultat? Ou est-ce que voilà, elles sont vraiment focus sur mon niveau de bonheur est lié à mon niveau de chiffre d'affaires, et tant que le chiffre d'affaires n'est pas stabilisé, je me sens mal. Enfin, voilà, il faut voir ça. Et peut-être, si c'est vraiment profond et que même le chiffre d'affaires est là, il est possible que ce soit un cas de désalignement en fait profond, qu'elles ne suivent pas le business qui leur correspond vraiment. Peut-être que c'est le business de quelqu'un d'autre, du rêve de quelqu'un d'autre, Mhm. ou qu'elles ont adopté par mimétisme, ou voilà, je sais pas. D'accord. Encore ce matin, j'ai lu une phrase que j'ai beaucoup aimée et qui correspond parfaitement à notre dialogue. Quand il suffit d'apprendre à mettre autant de valeur sur nos petites victoires que autant que la valeur qu'on met sur nos petits échecs. Est-ce que voir les échecs, essayer de corriger les échecs, c'est quand même le signe de progrès pour toi? Tu es vraiment dans ta vie, est-ce que tu vois souvent les échecs, comment tu te comportes avec ça? Ah, moi, je les accueille à bras ouverts. Non, je dis oui. Les échecs, c'est un peu le côté binaire, selon moi, de la vie de ce monde. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance, il n'y a pas de progrès sans erreur, ou en tout cas sans apprentissage. Et c'est vrai que l'apprentissage est accéléré quand on se trompe, quand on a une opportunité d'apprendre, de voir qu'est-ce qui a mal fonctionné et donc de comment faire mieux.
Donc pour moi, les erreurs, c'est même pas une erreur en soi. Pour moi, une erreur, c'est quelque chose, c'est une mauvaise décision qui est répétée. Mm. Euh, même au niveau de la vie, euh, je me dis, je prends le risque parce que le vrai risque, il est si j'enchaîne des mauvaises décisions à la suite. Mais une mauvaise décision parce que je suis juste en train d'expérimenter, de faire les choses pour la première fois, c'est juste la vie, c'est juste entreprendre. Il n'y a pas voilà, d'évaluation de sentiments négatifs. Quoi. Mhm. Par contre, tu disais le fait de corriger l'erreur. Alors oui, si c'est vraiment voilà, dans ce processus de vouloir faire mieux, mais attention à ne pas confondre avec corriger les défauts ou en tout cas ce qui est plus difficile pour nous, ce qui est plus lourd, ce qui est moins de notre zone de génie. Il y a des personnes, je trouve contre-intuitivement, qui se concentrent sur leurs faiblesses ou leurs failles, là où elles auraient beaucoup mieux à faire, à créer comme valeur et épanouissement, à aller chercher, de se concentrer sur leurs points forts et leur zone de génie. Quoi. Et tu as eu déjà des échecs qui t'ont fait vraiment grandir, qui t'ont fait des déclics que tu peux me partager? Ben, c'est difficile justement pour moi d'associer le mot échec. C'est-à-dire que je vais plutôt te dire des périodes qui se sont arrêtées, auxquelles j'ai mis fin, des moments de la vie qui, si ça allait durer justement, j'aurais considéré ça allait venir à être un échec. Mais pour moi, c'était du mouvement. Donc, je ne saurais te dire, là vraiment, j'ai eu un échec. Par contre, j'ai osé arrêter des collaborations, j'ai osé sortir des positions qui étaient confortables, pardon. Je gagnais bien ma vie, mais à un moment donné, j'y trouvais moins de sens, où j'avais besoin de m'exprimer différemment. Et alors, j'ai arrêté ce mouvement, ce qui était en place. Mm. J'adore cette manière de voir des choses parce que chaque personne qui répond à la question, il va voir soit le verre plein ou soit le verre à moitié vide. Mm. Et parfois, on va mettre un accent que j'avais oui, effectivement un mauvais associé. Et là, cette association, c'était un vrai échec, etc. Mm. Et donc là, j'ai dû arrêter et c'était un con. Et donc, on sait pas, on s'est pas entendu. Il m'a volé l'argent, etc. Et tout ce que toi, tu sors du coup comme réflexion, c'était plutôt j'ai osé d'arrêter un mouvement qui était justement l'apprentissage ou une période d'évaluation. D'où vient cette sagesse? T'étais toujours comme ça ou t'as appris quelque part? Je ne sais pas trop. Je pense que j'ai eu la chance très tôt de rencontrer beaucoup de personnes et d'écouter beaucoup de personnes. J'aime bien dire que j'ai déjà eu 3 4 vies et j'ai eu une première vie de voyage assez jeune. Et j'ai compris que tardivement, il n'y a pas longtemps, tout ce que les voyages m'avaient apporté. Mais entre ces voyages-là et depuis 5 ans, ma posture de coach où j'écoute beaucoup, alors coach business, mais ça reste du coaching, et le coaching par définition, c'est beaucoup d'écoute et d'accompagner l'autre à faire émerger ce dont il a besoin. Et je pense que c'est déjà ça, cette écoute qui m'a apporté... tu sais, en littérature, on appelle ça un peu le point de vue omniscient, c'est de comprendre davantage, ou en tout cas un grand nombre de points de vue, un grand nombre de vies, d'histoires, et sans jugement. Et ça m'a apporté peut-être des premiers apprentissages de comment moi je voulais aussi vivre les choses, voir les choses. Et peut-être cet amour pour la vie de manière générale me fait ne pas juger une situation parce qu'elle est au préalable négative. Non, j'aurais tendance à voir la vie qui circule, un apprentissage, une opportunité de faire mieux, d'aller vers quelque chose qui est plus aligné, de toujours aller chercher cette justesse, etc. Après, d'où elle vient, les lectures, beaucoup m'ont aidé, les dialogues, les rencontres et les expériences. Après, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de gens qui vivent leur crise de 30 ans, après les crises de 40 ans. Et
ces crises sont souvent liées à une sorte de revue de notre identité. Ils commencent à faire de Aerox, les courses à pied ou investir dans l'immobilier. Mais en fait, pendant ces crises de autorévision, on se rencontre avec nous-mêmes. Tu as eu déjà les crises que tu as passées et que tu as vu, ah d'accord, oui, j'ai remarqué que c'était une crise. Où tu la vis aujourd'hui? Je dirais pas le moment crise, parce que pour moi, crise, c'est un peu un cri d'alerte, effectivement, identitaire. Je ne suis pas en train... D'un coup, je me réveille un matin et je ne vis pas la vie que je voulais. Je ne suis pas devenue qui je voulais être, etc. Et moi, j'ai pas vécu ce moment parce que justement, j'ai toujours fait, enfin, pris les décisions, pardon, pour éviter ce moment-là. Et ça a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai très vite, hein, rien que par exemple au moment où après le bac, je prends la décision, on est en 2013, il n'y a pas encore les smartphones, etc., de partir en Australie, et c'était pas du tout encore démocratisé comme ça. Et bien là, j'ai connu, il y a plusieurs autres reprises, quand je suis partie en Colombie aussi pendant mes études, quand j'ai ensuite arrêté mes études d'économie pour aller vivre de ma passion, faire de l'événementiel à ce moment-là, eh bien, je faisais les choix, peut-être on me dit maintenant par courage ou en tout cas par souveraineté personnelle, de continuer de vivre ce que je voulais vivre pour éviter la crise justement. Et par contre, j'ai connu une autre forme de crise, Ouais. c'est-à-dire le rejet à ce moment-là. Des parents, des amis, en tout cas des personnes qui étaient proches de moi, qui ne comprenaient pas forcément mes choix, qui sûrement et beaucoup s'inquiétaient pour moi, et c'était une preuve d'amour. Mais c'est plutôt ces crises-là que j'ai connues. Et je ne sais pas si tu connais le best-seller The Courage to be Disliked, ou Le courage de ne pas être aimé, un livre philosophique. On a entendu beaucoup parler. Bien, je me suis beaucoup reconnue. J'ai préféré prendre les décisions, prendre le courage de ne pas être aimée et connaître des périodes où j'ai été isolée, où je me sentais pas en harmonie avec les personnes qui m'entouraient, l'environnement, etc. Mais je préférais être seule pendant ces périodes, prendre le temps de construire un nouvel écosystème même autour de moi et je l'espère éviter la fameuse crise que j'entendais déjà parler plus jeune et que je me disais je ne vais pas attendre voilà, mes 40 ans pour vivre une crise. Non, ouais. Ben, est-ce que ça confirme, je pense que le ressenti de beaucoup d'auditrices qui sont là avec nous aujourd'hui, pour toi, la solitude, le rejet, est-ce que c'est un signe de progrès? C'est une bonne question et ça dépend dans quelle mesure, dans quelles conditions on le ressent. Déjà, c'est vraiment différent le fait d'être seul et le fait de sentir la solitude. Pour moi, la solitude, tu peux la ressentir en plein milieu d'une foule. Là où être seul physiquement n'est pas forcément lié à la sensation de souffrir de la solitude. Tu peux voilà, choisir d'être seul et sans du tout le sentir parce qu'en toi, il se passe plein de choses. Et puis finalement aussi au niveau du voyage, j'aime bien dire que voyager seul, c'est le seul moyen de ne pas l'être. Parce que finalement, tu vas rencontrer et être beaucoup plus ouverte aux autres. Mais est-ce que passer par une phase de rejet, une phase d'isolement et peut-être source de progrès, oui, si justement c'est fait pour une quête d'alignement, une quête de justesse. Je parle beaucoup de ce terme-là. Pour moi, la justesse, c'est quand chacun vit ce qu'il a à vivre. Et quand on ne vit pas ce que les autres veulent qu'on vive pour nous. Non, je vis exactement ce que j'ai à vivre. Et des fois, ce que j'ai à vivre, c'est me retirer. C'est sortir de là où on m'attend, c'est sortir de ce qui a été convenu, ce qui est répété, etc. Et si ça engage une phase, un moment d'isolement, eh bien, si c'est pour aller chercher cette justesse, oui, il y a le progrès et je pense que oui, c'est positif. C'est bénéfique en tout cas. Mais souvent, les femmes qui avancent dans leur business, avancent vers leurs rêves, ils rencontrent le fait que leur conjoint, la famille, les amis d'enfance, non seulement les jugent, mais aussi, clairement, ils commencent à les ennuyer, ils commencent à les
critiquer ouvertement ou derrière le dos. Je vois aussi que c'est une forme de progrès, que les gens, si tu vas en avant, si tu progresses, ils restent derrière toi et ils parlent derrière le dos. Comment réagir selon toi? Il y a les recettes. Comment quand même Mm. avoir le regard devant toi et ne pas se retourner vers les anciens boulets? Bah, tu touches du doigt vraiment quelque chose et c'est culturel. En tout cas, en France, c'est vrai que rien que notre rapport au succès, à la réussite, à l'argent, culturellement parlant, on a tendance à être un peu plus à bloquer. Là où, par exemple, les Américains sont beaucoup plus à l'aise avec cette notion de réussite. Mais effectivement, quand ça commence à bouger derrière nous et qu'on commence à diviser, et à déplaire, à ne pas être aimé justement, ça peut être un signe qu'on est en train de progresser et finalement ça parle d'eux. Euh, Tu me demandes une recette, il y a peut-être deux choses qui me viennent, c'est s'assurer qu'on fait les choses pour soi, pour les bonnes raisons et pour une quête d'alignement et de justesse, comme on le disait, Mhm. personnelle. Ensuite, se dire que ces paroles, ces regards, ces jugements parlent des autres et ne parlent pas de la personne. Ça parle d'eux, de où ils en sont eux dans leur vie, où ils en sont eux relativement à leur courage, à leurs rêves, etc. Donc c'est vraiment de couper le cordon face à ça. Et après, ce qui est vraiment hyper important, c'est de se connecter à d'autres. L'humain n'est pas du tout fait pour vivre seul. Et cette phase d'isolement, elle peut durer voilà, quelques semaines, quelques mois, mais voilà, il ne faut pas qu'elle dure trop. Et assez rapidement, essayer de se connecter à de nouvelles personnes via des communautés qui nous ressemblent, via des personnes qui en sont au même niveau ou juste un peu avant, mais en tout cas qui ont le même souhait, ont le même rêve ou en tout cas les mêmes valeurs, sont sur le même chemin. Et c'est de se connecter physiquement ou virtuellement, mais voilà, c'est de se connecter à ces personnes-là et d'un coup, on se sent plus seul, on se sent à nouveau normal et c'est là où on se retrouve en sécurité à nouveau, quoi. Tout à fait. Et il y a souvent qu'on dit, pour devenir un millionnaire, il faut calculer tes 5 amis proches pour qu'ils soient les millionnaires. Si justement tes 5 amis proches qui gagnent le SMIC, malheureusement pour toi, ça va être difficile de devenir millionnaire. Moi, j'aime beaucoup cette expression, je la répète toujours, si tu veux devenir un cornichon salé, saute dans la boîte des cornichons salés. C'est la meilleure recette pour devenir comme eux. Et c'est justement, aujourd'hui, les gens ils essayent de sortir de l'eau en restant dans l'eau, essayer d'avoir de nouvelles idées, nouvelle énergie en restant dans l'entourage qui leur ressemblait avant. Encore une fois, il ne faut pas dire à ta tante qui habite dans la campagne ou ta maman qui avait un autre vécu, une autre culture, une autre génération, dire vous comprenez rien, les cons, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais moi je veux devenir une star de la télé. Non, ils vont pas vous comprendre parce que tout simplement pour eux, vous représentez déjà un risque. La personne qui parle comme ça, c'est un fou, il faut bien sûr le fermer quelque part. Alors là, ces gens-là, il ne faut pas essayer de les reconvertir dans votre nouvelle religion. Il faut tout simplement aller chercher autre chose et la meilleure passerelle, c'est de passer par un coach, passer par une communauté et venir et déjà en action sentir est-ce que ça vous parle, est-ce que c'est votre truc. Parce que peut-être, encore une fois, vous avez halluciné. À chaque fois, je répète aux femmes qui nous regardent, être entrepreneuse, être entrepreneur, être businesswoman, ça peut être une partie d'hallucination. Peut-être vous voulez pas ça. Peut-être vous voulez juste beaucoup plus d'amour. Vous voulez un petit peu plus de soutien, plus d'intérêt, plus d'action dans votre vie. Et vous pensez tout de suite qu'il faut quitter votre CDI qui est très bien et commencer quelque chose. Soyez prudent. D'abord, parlez avec quelqu'un qui a déjà vécu et probablement il ne faut pas aller plus loin. Mais il faut toujours suivre les rêves.
Mais j'ai préparé encore pour toi des questions quand même qui nous intéressent. Aujourd'hui, tu partages ta vie avec un entrepreneur. Étant une femme aussi qui, comme un locomotive qui avance constamment, est-ce que tu considères c'est dur de vivre avec toi un progrès constant ou tu as trouvé un âme sœur qui progresse pareil? Tu touches plein de sujets. Il y a avantages et inconvénients, effectivement, d'être dans un couple où les deux sont entrepreneurs. Mais de manière générale, c'est vraiment c'est un épanouissement. On se tire vers le haut, on se comprend. Là où le premier besoin de l'humain, c'est d'être compris, en fait. Mais voilà, on se comprend, on se stimule et voire même on s'auto-nourrit. On essaye en tout cas que nos activités s'auto-nourrissent. Donc ça, c'est de manière vraiment globale. Et moi, je fais partie de ceux et de celles qui pensent que entreprendre et à deux, ou en tout cas avoir des vies professionnelles qui s'entremêlent, que c'est positif. En tout cas, que ce n'est pas un risque, même si on a nos deux activités indépendantes, mais qui se relient. Mais tu touches aussi le côté de c'est comment de vivre avec une personne comme moi, disons, qui pense constamment à comment progresser et qui peut y mettre une forme d'exigence à ça. Et tu me parles de mon conjoint et je pense aussi à ma sœur jumelle qui me l'a beaucoup dit. Et il est vrai que ça arrive, ou qu'ils me disent que pour eux, c'est beaucoup de pression parce que je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais. Alors je le fais avec plus de douceur aujourd'hui, mais je vais tout le temps chercher à progresser. Que ce soit au quotidien, dans mon rapport à moi, à mon corps, que ce soit tout ce que j'apprends, que ce soit aux connexions que je fais voilà, entre les disciplines, que ce soit dans la compréhension de l'autre. Enfin voilà. J'ai un peu de mal à vraiment poser, à accepter de rester sur les acquis, etc. Je pense que c'est comme ça, moi, que je me sens bien, que je me sens vivante. Mais effectivement, à vivre au quotidien, c'est exigeant et ça peut faire naître une forme de pression. Hmm. Et à ton avis, une femme quand même entrepreneuse dans l'âme et qui est en quête de progrès, est-ce que quand même l'union avec quelqu'un de plus calme, un fonctionnaire soi-disant, qui dit voilà, j'ai besoin seulement de l'amour et de l'eau fraîche, est-ce que l'union sur long terme est possible avec une telle personne? Oui, je pense que ça dépend pas de la profession en tant que telle, même si, comme tu le disais très bien, l'environnement, l'état d'esprit, la connaissance de l'autre, les dialogues, enfin les conversations qu'on va pouvoir avec l'autre, qui vont nous donner des idées, etc. Bon, ben, la profession va jouer, mais si au fond du fond, intrinsèquement, l'autre veut notre progression, si l'autre veut nous voir réussir, nous soutient et comme tu disais, nous aime, etc., eh bien il va savoir nous élever et nous soutenir à sa manière. En s'intéressant à ce qu'on fait, en écoutant vraiment nos journées et ce qu'on a vécu et en essayant justement peut-être nous apporter un autre angle, un angle des fois un peu plus terre à terre aussi, qui surfe moins sur les tendances, etc., qui nous ramène à un système traditionnel de créer de la valeur, de vivre sa vie professionnelle, etc. Donc je pense que tant que les intentions et les valeurs sont profondes dans vouloir que l'autre grandisse et aimer l'autre, hein. Je fais une petite parenthèse philosophique. Pour moi, aimer l'autre, c'est faire les efforts, faire les efforts, donner le travail, avoir le courage pour la progression de l'autre. S'aimer soi-même, c'est faire les efforts et donner le travail, avoir le courage pour sa propre progression. Et aimer l'autre, c'est le faire pour l'autre. Donc il y a ce côté de vouloir faire l'effort. Le fonctionnaire qui entend les journées tumultueuses de sa femme entrepreneur, eh bien, va faire les efforts de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas les siens, faire les efforts de la questionner, de l'écouter. Des fois, c'est juste l'écouter. Et de la soutenir, de pas lui reprocher quand elle doit s'absenter, de pas lui reprocher quand elle doit être visible, etc.
il faut être très très sage dans la vision du monde de l'homme by Julia, parce que pas tout le monde qui est comme ça, parce que effectivement la visibilité, l'absence, etc., surtout de côté de femmes, je pense que ça peut provoquer pas mal de conflits. Mais je pense encore que ça parle de la personne. J'ai une croyance aussi que ce qui nous énerve chez l'autre, c'est ce qu'on ne s'autorise pas. Mm. Je pense à une période où quand j'étais coach Google, que je faisais un accompagnement avec un coach sportif en même temps, mes journées commençaient à 6 heures, terminaient très tard, etc. Et là, j'étais entourée de personnes qui pouvaient se détendre et profiter des fins de journée beaucoup plus voilà, aisément. Et ça m'énervait, ce comportement voilà, de relax. Et c'était ce que je ne m'autorisais pas. Donc, si dans le couple, celui ou celle, hein, mais qui a dans ton exemple le statut de fonctionnaire ou en tout cas une vie professionnelle plus traditionnelle, si ça l'énerve de voir l'autre progresser, prendre sa place, gagner en visibilité, peut-être en notoriété, voire même peut-être en pouvoir ou autre, enfin en pouvoir d'influence, en tout cas d'avoir un impact, tout ça, ça parle de lui. Est-ce que du coup cette personne, est-ce qu'elle est pleinement épanouie? Est-ce qu'elle est à sa place? Est-ce que ça vient pas la chercher elle dans son désir de vivre ça, mais de manquer du courage pour le faire? Voilà, c'est si les deux vivent exactement ce qu'ils ont à vivre, normalement il n'y a pas de souci. Et si, par exemple, dans le couple, tu démarres, par exemple, jeune, effectivement, ni l'un ni l'autre n'a pas d'argent, tout le monde est en quête de travail, où ils apprennent, où ils sont des étudiants, etc. Mais après, il y a un qui commence à grandir et l'autre, non. Et pareil, il y a les étapes quand les gens se marient. Il y a un autre type de rôle, le comportement homme et femme, et mari et femme, c'est un petit peu différent. C'est déjà un contrat qui est signé. Alors qu'on dit aujourd'hui que oui, le mariage, ça sert à rien, on s'aime comme ça. Tout de même, après cette signature, il y a quelque chose qui change dans la tête des gens et tout le monde, et les études le confirment. Après, le rôle des parents. Et si on vit on va dire, dans cette progression, il y a une personne qui peut aller plus vite et l'autre qui peut freiner. Il faut faire comment cette partie-là, à ton avis? Tu touches à plein de sujets et celle du mariage, je te crois, mais je la connais pas encore. Mais je pense que, pareil, on revient à deux éléments très importants. Le premier, c'est les valeurs vraiment profondes. Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que donc je peux me désintéresser de moi, m'intéresser à l'autre et être heureux pour l'autre et le soutenir et ne pas avoir peur du succès de l'autre? Donc, c'est les valeurs intrinsèques, mais c'est aussi qu'est-ce que j'ai rassemblé comme condition dans ma propre vie, parce qu'on est un être aussi égoïste par nature. Voilà, est-ce que moi, je me suis mis dans les bonnes conditions? Est-ce que je me suis sécurisée? Et alors, je peux me satisfaire, pardon, je peux plutôt m'épanouir pour l'autre. Et ensuite, il y a la conscience, le deuxième élément. C'est-à-dire que si l'autre grandit plus vite, est-ce que l'autre qui grandit plus vite a conscience, commence à aller plus vite que l'autre? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut aller un petit peu repêcher l'autre, l'inspirer, lui partager un peu l'expérience vécue, les éléments, les décisions qui ont fait la différence? Et lui, le fonctionnaire, il dit ah ben non, j'ai rien à foutre. Voilà, ça dépend après. Là, tu me disais si c'est deux entrepreneurs qui ont un petit peu la même quête, mais qui avancent pas au même niveau. Là, est-ce que je vais m'intéresser, je vais m'attarder un petit peu sur l'autre et lui partager ce que je vis pour l'aider. Là, après, est-ce que l'autre, il est touché dans son ego ou est-ce que il est plutôt... il se sent chanceux de pouvoir profiter de l'expérience de l'autre, de ses voilà, exemple de décision, etc. Et donc est ouvert. Et là, hop, on va se rattraper. Est-ce que finalement, ça touche à on veut pas la même chose
au fond de soi. Je t'ai suivi dans ton entrepreneuriat, dans ton rêve, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était devenir producteur Ouais. en campagne, tu vois. Enfin voilà, est-ce que finalement, j'avais pas le même rêve? Et là, encore une fois, la justesse. Je fais quelque chose pour te rejoindre, mais je vis pas exactement ce que j'ai à Mhm. vivre. Et là, ça va pas. Ouais. Euh, et après, il peut y avoir effectivement des situations où chacun vit ce qu'il a à vivre, chacun est bien, mais effectivement, il y en a un qui avance plus vite, ou en tout cas différemment de l'autre. Et soit on continue de trouver des centres d'intérêt, on continue de trouver de l'admiration et de quoi se nourrir encore une fois se faire progresser mutuellement. Mhm. Soit il n'y a plus de zone de rencontre et alors la relation aura permis d'en arriver là. Elle nous a fait apprendre plein de choses et il est mieux de s'arrêter au moment où on est aussi au plus haut ou en tout cas bien et pas avant de s'abîmer quoi. Mm. Et c'est pas un échec encore une C'est fois, une preuve de courage. d'arrêter une relation, plutôt se concentrer sur ce qu'elle a permis d'avoir, d'en arriver là, et puis savoir se quitter au bon moment, c'est une belle réussite. Mm, mm, mm. Pour toi, c'est aussi une preuve de courage, tu Une penses? preuve de courage et donc une preuve d'amour. Je fais preuve de courage d'arrêter et de faire face à la douleur, à la souffrance, à la prochaine solitude, mais parce que j'ai de l'amour pour toi, j'ai cette forme d'amour qui te veut du bien, qui veut te voir progresser. Mm. C'est de ma manière de t'aimer et donc je fais les efforts et je fais preuve de courage pour ça. Oui, Mm, mm, mm. totalement. Quand on a préparé notre entretien aujourd'hui, on a évoqué cette expression suivre un objet brillant. Comment on peut comprendre réellement si cette quête de progrès, de l'avancement, ça nous appartient ou c'est quelque chose qui nous a été transmis par la société ou par les réseaux sociaux ou par l'idéalisation d'une personne que tu aimes sur les réseaux, sur les films, Mhm. etc. Comment être sûr que je ne poursuis pas l'objet brillant justement Et dans le choix c'est mon ouais, choix que c'est mon choix. de à moi. Ouais. Il pourrait y avoir de multiples façons de le voir et surtout sur le long terme. Mais là, comme ça, si une personne voulait se tester demain ou aujourd'hui, euh, je je l'inviterais à parler du projet à un proche. Et là, assez intuitivement, est-ce qu'il y a une énergie qui arrive? Est-ce que la voix même peut-être qui hausse? Est-ce que je parle de plus en plus vite? Est-ce que j'ai cette vie qui circule, j'ai cette excitation, j'ai ce feu, tu vois, on dit dans les yeux, dans la manière de parler? Ou est-ce que je me perds, je m'éteins même? Est-ce que je me sens diminuée dans ma manière de parler du projet, etc. Est-ce que c'est un projet en fait qui m'anime, qui sort de moi, qui presque même est plus grand que moi, ou est-ce que quand j'en parle, je tourne un peu en rond et ça me fait pas du bien? En tout cas, l'autre qui m'écoute a l'impression que ça me fait pas du bien. Moi, je pense que ça, c'est un premier indicateur. Et après, deuxième indicateur, on revient à cette notion d'effort. Est-ce qu'au quotidien, je suis prête ou prêt à faire les efforts, à faire preuve de courage, à aller peut-être même chercher un peu d'audace pour que le projet vive et avance. Et ça me rappelle des années où j'étais voilà, coach business, où j'accompagnais vraiment par le marketing, par plein de stratégies, etc., à la croissance des entreprises et entrepreneurs. La première question que je posais avant de commencer l'accompagnement, je leur demandais: à quoi es-tu prêt à renoncer pour que ton projet fonctionne? Mais à renoncer là, pendant les 3 à 6 prochains mois. Une passion, une habitude, un rituel de fin de journée justement qu'on aime bien, voilà, quelque chose qui nous fait du bien mais qui est plutôt facile pour nous, qui a tendance à nous prendre du temps. Eh bien, est-ce que je suis prêt ou prête à renoncer à ça? Et je vais parler de moi. Je suis passionnée, entre autres, de bachata, la danse latine. Eh bien, ça m'est arrivé, et c'est encore le cas aujourd'hui, de moins danser qu'à une certaine période, et voire même en 2024, 2025, j'ai pas du tout dansé. C'était un peu mon compromis.
Je suis prête à renoncer à aller danser tous les soirs, ou en tout cas 3-4 fois par semaine comme je faisais avant, pour que le projet avance, grandisse. Et si je suis prêt ou prête à faire ces efforts-là, je pense qu'on peut considérer que le projet est vraiment aligné, est vraiment le nôtre, qu'on y a mis du sens, voilà, qu'il est fait pour nous, et en tout cas qu'on a un bout de chemin à faire avec ce projet. Hmm. J'adore et je confirme que chaque progression, chaque projet nous demande au minimum deux choses. Savoir refuser quelque chose si on veut avoir un corps parfait. Ça veut dire qu'on doit quand même refuser le sucre, le pain. Je sais pas, le salé, l'alcool. On doit savoir aussi à faire le jeûne de 16 heures, etc. Suivre un régime, parce que tout ce qui va autour, c'est seulement la mythologie autour comment maigrir ou perdre 5 kilos sans rien, sans pas priver de quelque chose. Et ça, c'est le début de discipline. Et la discipline, c'est la seule chose qui dure et qui permet à vos projets de durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est totalement faux. Je trouve que sur Internet aujourd'hui, on nous propulse le succès d'un mois, secondaire, très rapide, Mais etc. totalement, totalement. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai quitté ma manière d'accompagner sur une partie purement marketing et stratégique, notamment digital, parce que j'étais vraiment là de ces messages marketing, de promesses euh, irréalistes, ou en tout cas, pour le coup, moyennant, si c'est réaliste, alors c'est au détriment de toute vie. Donc moi, je suis pas dans ça. La vie doit continuer. Elle doit continuer de circuler de manière plus ou moins équilibrée. Mais par contre, c'est OK, c'est normal de renoncer à certaines choses. Ouais. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Ça, je pense que c'est l'une des vérités vraiment de ce monde. Et toutes ces promesses-là, il faut y faire vraiment attention. Et à côté de ça, tu as formulé un terme qui me parle et me plaît beaucoup. C'est la notion de discipline, qui est, selon moi, assez mal appréciée, assez mal jugée. Pour moi, la discipline, c'est déjà du bonheur. Parce qu'on revient à cette notion si je fais les efforts pour progresser, et quand je progresse, c'est voilà, potentiellement le sens de la vie, mais en tout cas, je ressens une forme de bonheur à faire mon mieux, à progresser, déjà à l'instant T. Mais au-delà de ça, sur le moyen long terme, la discipline, c'est la liberté. Je ne peux transformer ma situation, je ne peux, sans la transformer, mais je peux la changer, l'améliorer, sans discipline, sans accumuler les actions. C'est dans les superbes livres de productivité ou d'habitude, c'est l'effet cumulé, c'est moi ce que j'appelle le plus petit pas possible, mais à répétition, qui me fait avoir la liberté. Donc la discipline, j'invite à trouver les conditions qui nous permettent d'être bien avec ces disciplines, de nous sentir justement déjà à l'aise, en sécurité, de ne pas être à l'extrême de nos ressources, d'y trouver justement cette zone d'exaltation, de plaisir, d'entrain à faire les efforts. Mais par contre, voilà, de stabiliser ces conditions, d'être prêt à le répéter. Et là, c'est la liberté. Tu es disciplinée dans ton quotidien? Mais dans tout. Dans tout, et c'est un peu moins maintenant. Et je pense que j'ai atteint un premier palier dans ma conception de vie, dans mon système de valeurs, un premier palier où je ressens que je peux plus redescendre. Ouais. Voilà, dans ma manière là de ce que je vis aujourd'hui avec les gens, les personnes qui m'entourent, etc. Donc ça m'a aidé à apporter un peu plus de souplesse, mais après c'est un art de vivre. Vraiment la discipline, mais de trouver les choses qu'on aime aussi. Mais oui. Clairement, c'est dans mes routines bien-être. À quoi ressemble ta journée? Voilà. Raconte-nous. Alors, la journée, ça dépend. Les journées, elles sont assez toutes Les différentes. journées de semaine. Mais je peux te parler, en tout cas, de mes rituels, peut-être. Mes rituels bien-être, on va dire. Je suis une grande adepte, et c'est notamment mon conjoint qui m'a fait
tomber dans le chaudron, la marmite, mais c'est de la marche, les 10 000 pas, les fameux 10 000 pas, qui représentent en moyenne 1 heure et demie de marche. Pour moi, ça, c'est vraiment génial. Et on peut voir la plupart de mes stories, je suis en train de marcher. On a la chance d'habiter en plus bord d'océan, donc c'est vraiment magnifique. Et pour moi, il y a vraiment une méditation dans la marche. Toutes les 30 minutes, tu passes un niveau, en fait, et au bout d'1 heure et demie, tu es arrivé au niveau des tripes. Et si en plus tu es en connexion avec la nature, là, c'est vraiment beau. Donc voilà, vraiment, il se passe des choses, quoi. Donc la marche, après le stretching. Moi, je fais justement, j'ai changé ma routine sport où je faisais jusqu'alors depuis des années du sport à haute intensité et je me rendais pas compte que c'était du stress. C'était positif, mais ça restait du stress pour mon corps. Or, j'étais en stress positif, mais aussi en stress dans la journée parce que j'enchaînais les coachings, les calls, etc. Donc, en fait, mon corps était tout le temps, le fameux taux de cortisol, tout le temps haut. Donc, et ça s'arrangeait pas avec le sport et donc j'étais gonflée, etc. Donc, hop, là, depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois, depuis début 2026, j'ai vraiment tout changé et je fais des activités beaucoup plus douces comme le stretching, comme yoga, pilates, etc. Et vraiment, en parlant de stretching, d'étirement, je me lève maintenant, ça me motive à me lever même une demi-heure, 1 heure avant. Même si je suis encore fatiguée, je sais qu'en fait, je me lève juste pour me réallonger et pour étendre mon corps, l'écouter, etc. Donc ça, maintenant, ça fait vraiment partie de ma routine. Après, je vais te parler des compléments alimentaires. Moi, j'en suis adepte et compléments naturels, liquides, mais pour moi, c'est vraiment partie de... C'est ma douche intérieure aussi, qui est essentielle. Et puis, la lecture. Je rajouterai ça. La lecture, pour moi, c'est la discipline que j'ai, c'est ma forme d'évasion, de liberté, de progrès. Je mets beaucoup de choses dans la lecture. Mm, 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 mm. mm. Mais c'est vrai que ça se sent déjà dans ta réflexion que n'importe quelle question, ça mène vers deux, trois pistes différentes et c'est très plaisant en tout cas de le développer avec toi. Je vais avoir quelques questions rapides euh, pour la fin, donc Allons-y. tu me réponds sans penser. Ok, je vais Le, essayer. le courage ou la confiance? Le courage, La paix intérieure ou la performance? la paix intérieure, Le succès ou la liberté? la liberté, Une opportunité ou soi-même? les deux, ça va ensemble. L'amour ou l'argent? L'amour. Je vais avoir une question finale. Si tu pouvais transmettre une seule idée aux femmes qui nous regardent aujourd'hui concernant l'ambition, le progrès et la réussite, quelle sera-t-elle? Alors là, j'ai besoin de réfléchir bizarrement. Une seule idée concernant l'ambition. Le progrès Oui. et la réussite, quelle sera-t-elle? Je dirais peut-être à les inviter à aller chercher davantage le qualitatif que le quantitatif. On a encore trop tendance à gérer nos business et donc nos décisions en analysant tu vois, le plus, comme tu disais, le toujours plus de chiffres, le toujours plus de clients. Mais qu'est-ce que tu vis en même temps en termes qualitatifs? Voilà, justement, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu es reconnu, écouté par les gens qui t'entourent? Est-ce que tu développes tes capacités humaines? Voilà. Donc, aller chercher et faire attention davantage au qualitatif plutôt que quantitatif. Et là où la liberté, ou en tout cas la réussite financière, est une conséquence Mm. naturelle. C'est-à-dire que si on se concentre sur rassembler les bonnes conditions qualitatives et durablement, Mm. naturellement, je vais rencontrer ou en tout cas stabiliser la situation financière qui me convient. C'est vraiment une conséquence et ce n'est pas, c'est pas l'objectif ni la fin en soi. La fin en soi, ça reste toujours l'humain. Ça reste toujours est-ce que je m'épanouis davantage, est-ce que je grandis davantage et est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que je me sens bien et voilà, et je me focus
sur la qualité de ce que je vis. Et là, la quantité, notamment en forme de chiffre d'affaires ou de clients, viendra. Moi, j'ai envie d'être un peu l'avocat de diable parce que les gens qui nous regardent, euh, ils peuvent nous critiquer d'être assez lisse dans ces propos parce que je connais, et malheureusement, je connais les filles qui viennent en consultation et qui sont dans la situation de détresse financière. Et quand on leur parle de cette approche douce, de réflexion, etc., la personne qui est crispée, la personne qui est en manque, la personne qui est dans le stress, comment lui faire entendre euh, les propos que tu apportes? Parce que ce que tu dis, c'est hyper sage, mais c'est difficile de l'entendre quand on est en état de stress, en disant ouais, mais elle est là en studio, elle discute Mm. avec son business réussi, avec son conjoint au bord de la mer, alors que moi, j'ai 3 enfants à nourrir. Tous ces propos, ça paraît pas très perçant. Tu as raison et merci d'amener le sujet. Euh, je pense que, alors déjà, comme tu le disais aussi, l'entrepreneuriat à la source, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si c'est fait pour moi, il y a aussi un art de le faire au bon moment. C'est-à-dire, est-ce que de façon à me sécuriser. Pour être en totale transparence avec toi, à ce moment même moi, je vis là une période voilà, de stress financier parce que je suis dans une phase où j'ai prévu de pas gagner d'argent, de pas facturer le moins de temps possible, mais peut-être entre 4 à 6 mois, le temps de faire une transition. Mais je me suis préparée pour cette période, et même si les émotions, on ne les contrôle pas et elles viennent nous chercher, il faut les différencier des conditions. Est-ce qu'effectivement, je me suis quand même mis en sécurité et c'est OK. Et là, voilà, mes émotions vont me faire défaut, mais en soi, c'est OK, ma survie n'est pas engagée. Ou est-ce qu'effectivement, je suis en alerte rouge, là, c'est ma survie et celle de mes enfants, de mon foyer qui est en jeu, et alors, j'ose me remettre d'abord en sécurité. Peut-être j'ose passer par l'étape d'un mi-temps ou à nouveau d'un contrat pour stabiliser, pour rassembler les meilleures conditions pour pouvoir le faire. Et si surtout je suis convaincue que c'est fait pour moi. Euh, Après, il y a ce stress-là, où on parle beaucoup de stress. Moi, j'aime bien préciser de quel stress il s'agit. Est-ce que véritablement, voilà, je suis face à la survie, ou est-ce que c'est plutôt un inconfort face à la nouveauté, à l'inconnu, etc., mais que je ne risque pas mon toit sur la tête? Alors là, c'est peut-être mettre voilà, et de la philosophie et de l'air frais, de connecter à ceux qui sont passés par là, qui vont pouvoir peut-être me guider. Mais c'est essayer de préciser. Je stresse de quoi précisément et qu'est-ce que je peux faire pour résoudre. Et si vraiment je n'ai pas de quoi remplir le frigo ou payer le loyer le mois prochain, alors j'ose me remettre dans une situation sécurisante, et l'entrepreneuriat viendra après. Je ne peux pas entreprendre dans tous les cas si j'ai pas subvenu à mes besoins primaires, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est génial que tu nous as osé à partager ta propre situation, parce que pour beaucoup, ça va être un bon exemple que l'État et la prestance peut être celle que vous allez choisir. Et être en stress, être en détresse, etc., on peut être toutes pour les différentes raisons. Les enfants sont pas bien à l'école, déménagement, problème avec le conjoint, problème d'argent, etc. Votre autorité, votre marque personnelle, comment vous vous portez, quelle énergie vous dégagez et surtout comment vous la canalisez en vous, c'est presque votre signature énergétique devant les autres personnes. Ce que Julia aujourd'hui nous montre, et justement bravo pour le courage de dire voilà, non, bah écoutez, moi je suis là dans le studio à enregistrer le podcast absolument philosophique, je n'ai rien à vendre, je ne précipite pas pour les choses, mais je sais très bien que pendant 4-6 mois je ne vais pas facturer et je ne facture pas.
Tout de même, mon énergie reste alignée, stable, mes rituels sont respectés pour moi-même parce que je sais que je suis joueur sur la longue distance. Je ne suis pas là pour vendre ma formation, achète, 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 achète. Et c'est un excellent exemple pour celles et ceux qui nous ont regardés jusqu'à la fin parce que, en gros, moi encore une fois, l'avocat de diable, je force mes invités de sortir de leur zone de confort en montrant les tripes Ah oui. de l'entrepreneuriat, qu'on peut tout de même hyper bien gérer la marque personnelle, ce que je vous invite à le faire, même si aujourd'hui vous avez un petit enfant, même si vous êtes en congé maternité, les filles, même si vous pensez, encore une fois, c'est que votre pensée, c'est pas nous, on ne le sait pas du tout, votre public ne le sait pas, mais construction de votre prestance, votre marque personnelle, votre charisme, c'est votre travail quotidien, amour vers vous-même, le respect de vous-même, et le monde va vous accepter comme ça à partir du moment que votre projet va déjà avoir va voir le jour, va voir le business plan, va voir les dates ou je ne sais pas, les premiers clients qui doivent venir, parce que ça ne se commence pas le jour que vous avez décidé de faire le projet. Ça commence beaucoup en amont, ce progrès vers le résultat. Totalement, totalement. Et puis, ça peut commencer aussi à proximité. Pareil, quand j'accompagnais, je rappelais, mais le cousin du cousin, l'ami de l'ami ou le voisin de quartier, c'est déjà un client. Et ces clients-là de proximité, de réseau, de recommandation, de bouche-oreille, c'est du business. Ne pas attendre non plus de se dire non, je dois trouver mes premiers clients par ma présence en ligne, grâce à mes contenus, à ma communication. On a tendance à s'auto-juger et surtout à aller chercher un peu trop loin au premier abord ce qu'on peut trouver plus près et c'est déjà aider. Et c'est ça, si je me concentre je souhaite par mon offre aider l'autre, ma cible, à progresser et j'ai cet amour pour l'autre dans sa progression et je suis prêt à faire les efforts, etc. Eh bien, j'ai pas besoin que ce soit quelqu'un venu d'ailleurs, je peux aider mon voisin de quartier, quoi. Mais il y a de ça, mais oui, on pourrait en reparler et peut-être dans 6 mois ou dans quelques mois, j'espère pouvoir reparler à froid de cette période que je vis là. Mais c'est vrai que dans les 5 dernières années où j'ai des coachs voilà, marketing, business, etc., je n'ai jamais eu à prospecter. J'ai toujours eu mes clients qui arrivaient comme ça, j'ai jamais manqué à facturer. Là, c'est la première fois que je le vis. J'ai pas de pôle emploi, j'ai vraiment rien que ce que j'ai sécurisé, un peu les dernières facturations où je me suis dit, bon, bah ok, ça va me permettre de vivre jusqu'à là et puis il faudra bien un moment, enfin, j'espère que ça prendra. Mon conjoint pourrait le témoigner que en ce moment, et puis on est probablement majoritairement entre femmes, on sait aussi à quel point nos humeurs et nos hormones sont aussi impactées par notre cycle et ça c'est important de le dire et donc il y a cette fragilité à des moments qui arrivent et je le vis et je lui en parle et encore tout à l'heure je lui disais ça va être compliqué mais par contre je suis j'ai quand même déjà j'ai confiance en mes sujets, en mon projet, c'est tellement moi, ça m'habite tellement, c'est tellement important pour moi, il y a même urgence selon moi que ça m'habite et c'est juste le format, je suis agile, je suis prête à revoir le format mais le sujet je vais pas le quitter d'une part, et d'autre part, j'ai confiance en moi, ma capacité à tester sans mettre trop d'affect. Je teste, je me retire, je teste autre chose et de pas m'entêter dans quelque chose qui, au bout de plusieurs semaines ou mois, ne montre pas de résultat. Alors je change. Et j'ai confiance en cette agilité. Et bien sûr, si au bout de 6 mois, quand j'atteins mon seuil plancher, ou là, si j'ai toujours pas refacturé, eh bien, je saurai m'ouvrir à d'autres projets, m'ouvrir peut-être à des missions précédentes, en tout cas, me remettre en sécurité financière, donc psychologique, et pour aller retrouver ma créativité, mon élan d'entrepreneuriat, quoi. En tout cas, je te le souhaite et je suis sûre qu'on va beaucoup entendre parler de toi. Tu es sur la bonne voie, sur le projet qui va plaire et qui va être utile à beaucoup, beaucoup de gens.
Je vous conseille tout de suite de nous poser des questions en commentaire parce que je les lis personnellement et Julia aussi va être contente de vous répondre. N'oubliez pas à cocher une petite cloche pour s'abonner à la chaîne. Likez parce que ça vous coûte rien. Moi, je vais avoir 1 million d'abonnés. Vous allez m'aider pour avoir ça, s'il vous plaît. En tout cas, j'étais ravie d'être là avec vous. Julia, merci beaucoup pour ta Merci beaucoup profondeur à et ta toi. présence. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir. Trop bien. Ding